Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne qui vous parle du mindset agile. Il y a quelques 1500 ans, l'homme pensait être au centre de l'univers. Tout tournait autour de lui. Les étoiles, les galaxies, tout ce qui était là tournait autour de la Terre de l'homme. Il y a quelques 500 ans, nous pensions que la Terre était plate. Et nous avions cette notion de pouvoir aller jusqu'au bout du monde. Et comme si au bout du monde, l'homme allait tomber dans un précipice. Depuis 100 ans, nous partageons dans nos organisations, dans nos entreprises, ce concept d'organisation scientifique du travail. Tout ce que nous avons accompli, tout ce que nous avons fait, a été fait à travers ce concept de l'organisation méthodique, taylorienne, scientifique du travail. Tout ça pour vous dire que l'homme interagit avec son environnement en fonction de la perception qu'il a de ce qui l'entoure, en fonction de la représentation qu'il se fait du monde dans lequel il vit. Mon invité aujourd'hui, c'est Sylvie Raby, coach agile, qui est passionnée des modèles mentaux. Elle nous expliquera comment elle se sert des modèles mentaux pour accompagner les équipes agiles. Elle nous parlera aussi du Team Number One, un concept qui la tient particulièrement à cœur et dont elle se sert pour coacher les comités de direction et les autres équipes managériales. Et enfin, en dernière partie de cette vidéo, elle partagera avec nous un outil qui vient des Liberating Structures, le Conversation Café. On va voir tout de suite Sylvie Raby. Bonjour Sylvie. Bonjour David. C'est un plaisir d'avoir cette discussion avec toi sur le thème de mindset agile. Mais avant d'aller sur le mindset agile, ton modèle préféré, modèle mental, je voudrais que tu nous parles de ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir un modèle mental? Ouh là là, c'est un très vaste sujet. Alors, je vais commencer par le fait qu'on n'a pas un modèle mental, mais on a des modèles mentaux. Donc, alors, le principe des modèles mentaux, on peut leur donner d'autres noms. Certaines personnes appellent ça des croyances, alors limitantes ou pas, hein, d'ailleurs, des croyances tout court, ou des perceptions, des façons de voir le monde, etc. Donc, le terme de modèle mental désigne tout ça, c'est-à-dire c'est notre façon de vivre dans le monde, parce qu'il y a une relation qui marche dans les deux sens. On perçoit le monde d'une certaine manière, et notre perception du monde fait qu'on va continuer à le percevoir de la même manière. Donc on va réagir avec en fonction de notre perception, et ce qu'on va faire va confronter la perception que l'on a du monde. Donc c'est ça les modèles mentaux. Donc les modèles mentaux se constituent dès qu'on est, peut-être même avant la naissance, mais du coup quand on est, comme le monde change, et donc il faut construire de nouveaux modèles mentaux qui sont adaptés au fait qu'on n'est plus dans un ventre et on doit respirer, il y a d'autres choses qui se passent. Donc on construit des nouveaux modèles mentaux, et ils s'enrichissent au fur et à mesure. Donc au début, ils sont construits juste avec nous, notre environnement, nos parents ou les gens avec lesquels on vit. Et puis après, on grandit, ils s'enrichissent avec des choses qui viennent de l'extérieur, des amis, des voisins, de la famille élargie, de l'école, des copains, etc., etc. Et du monde de l'entreprise, évidemment, quand on commence à travailler. Donc on construit ces modèles mentaux parce que si on n'en avait pas, en fait, on ne saurait rien faire. C'est-à-dire qu'on devrait réinventer le monde à chaque instant. On ne saurait pas marcher, on ne saurait pas parler, ce qui est tout à fait inenvisageable. Donc forcément, on a des modèles mentaux. Voilà, ça c'est obligé. Après, la question c'est quels sont nos modèles mentaux, combien on en a, et est-ce qu'ils sont des bons modèles mentaux, c'est-à-dire des modèles mentaux qui nous permettent de vivre bien, d'être contents, de pouvoir réagir face à ce qui se passe dans le monde, ou est-ce que ce sont des modèles mentaux plutôt problématiques parce que ils nous mettent en stress, ou ils mettent les autres en stress, ou ils ne nous permettent pas de comprendre le monde ou d'agir de façon effective, efficiente et pertinente dans le monde qui nous entoure. Alors, tu veux dire, donc, on construit notre modèle mental. Donc, imaginons que j'ai fait une action dans mon travail, j'ai pris une initiative qui s'est mal tournée, je me suis fait réprimander pour ça, une fois, deux fois, et après, je vais intégrer l'idée de ne pas, par exemple, prendre d'autres initiatives, parce que chaque fois que je fais quelque chose, je me fais taper sur les doigts. Est-ce que ça peut être un modèle mental? Alors, ça pourrait si ça arrive très tôt.
c'est pas forcé créer un modèle mental, mais ça pourrait. Mais par exemple, en fonction du modèle mental qu'on a au préalable, cette situation dans laquelle on se fait taper sur les doigts, on peut la voir de différentes manières. Selon les modèles mentaux qu'on a là, par exemple, si on a des modèles mentaux dans lesquels on se sent peu sûr de soi, très dépendant, etc., oui, on va intégrer ça comme disant il ne faut pas que je prenne l'initiative, je suis dans un monde où c'est d'autres qui prennent les initiatives pour moi et moi je dois suivre et voilà, et marcher tête basse et faire ce qu'on me dit. Mais si dans la même situation, on vient avec un modèle mental qui dit je sais ce que je veux, j'ai des convictions, etc. Et je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre. Il n'y a pas de jugement de valeur là. C'est juste pour signaler que c'est plus juste pour prendre deux extrêmes parce qu'il y en a aussi une multitude d'autres. Donc dans ce deuxième cas, quand on se fait taper sur les doigts, la réaction peut être totalement différente. Ça peut être de rentrer en conflit ou juste d'argumenter ou même de décider de démissionner, d'aller voir ailleurs ou de créer sa propre entreprise ou plein d'autres choses. Et donc, quel est le lien que tu fais avec le mindset agile? Parce que agile requiert une certaine manière de penser. D'abord, comment est-ce que tu définis le mindset agile et quel est le lien que tu fais avec ce système de modèle mental? Oui, alors c'est fondamental. En fait, mon dada, un peu ma passion, c'est justement le travail sur les modèles mentaux parce que je dis que quand on va faire de l'agilité, ça va bousculer beaucoup de modèles mentaux qui sont en place, notamment sur les méthodes traditionnelles de gestion, mais pas que. Il y a des choses qui vont couler de source. Alors, ça dépend aussi des gens. Pour certains, travailler en agile ne pose aucun problème parce que ça correspond très bien à leur modèle mentaux. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Or, si on n'aborde pas la question avec les modèles mentaux, si on oublie, et c'est pour ça que je dis que les modèles mentaux sont souvent le non-dit de l'agilité, parce que quand on oublie de traiter les modèles mentaux, ce qui va se passer, c'est que l'agilité va venir en contradiction donc avec les modèles mentaux des gens, et du coup, ça ne passera pas. Ça ne pourra pas rentrer parce que les gens pour lesquels ça ne passe pas, en fait, ils ne peuvent pas. C'est pas de la mauvaise volonté. Ils ne peuvent pas. Ça ne correspond pas à leur vision du monde et ils vivent dans leur vision du monde, pas dans la mienne ou dans celle de l'agiliste. Okay. Donc, il y a un travail à faire sur les modèles mentaux qui n'est pas de leur faire changer de modèle mental. Parce qu'on ne peut pas faire changer quelqu'un de modèle mental. C'est de leur faire prendre conscience du fait de l'existence des modèles mentaux et leur ouvrir la capacité en eux de décider si oui ou non ils veulent enrichir leurs modèles mentaux qui sont forcément opérationnels puisqu'ils sont là et ils ont vécu jusqu'à ce moment-là. Mais s'ils sont capables ou s'ils ont envie de les élargir pour inclure des nouveaux modèles mentaux qui peut-être seront mieux opérationnels dans certaines conditions. Donc c'est cette prise de conscience qui est très importante et elle est liée totalement à l'agilité parce que en fait pour être agile, il faut avoir certains modèles mentaux qui fonctionnent, qui acceptent cette agilité qu'on va amener. Ok, très bien. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que moi j'aurais pensé que tu vas leur dire non, laisser ce modèle mental et prendre un autre. L'idée consiste juste à leur faire prendre conscience qu'ils ont des modèles mentaux qui les permettent d'aller dans une certaine direction. Une fois qu'ils ont intégré ça, ils vont intégrer peut-être d'autres modèles mentaux qui seraient plus proches de l'agile. C'est ça. En fait, on ne peut pas demander à quelqu'un de désapprendre. Donc, on ne va pas demander à quelqu'un abandonne ton modèle mental. On va amener autre chose. Et après, la personne peut effectivement dire je préfère celui-là plutôt que celui-là ou pas. Ok, très bien. Et donc, du coup, on voit que dans l'agilité, tu as les équipes auto-organisées, on donne de l'autonomie aux membres de l'équipe. Et la question se pose par rapport au manager. Il a une certaine posture, le manager traditionnel, je parlais de l'organisation scientifique du travail, et là-dedans, tu sais, le manager, c'est celui qui mesure, qui contrôle, donc voilà. Dans le concept agile, dans un environnement agile, comment est-ce que tu abordes le management, que ce soit le middle management ou le top management, et quel modèle mental tu leur proposes? Comment est-ce que tu interagis avec eux? Oui, alors quand on parle de modèles mentaux, ça s'applique à tout le monde. Donc, les équipiers, les gens qui vont travailler en agilité et évidemment le management. Et avec le management, c'est souvent beaucoup plus compliqué justement parce qu'il y a ces modèles mentaux différents, etc. Et il y a aussi un autre problème, c'est que de manière générale, les managers sont quelque part un peu le héros, le chef de leurs équipes.
Or, dans l'agilité, non seulement on demande de fonctionner autrement, mais en plus, même s'il n'y a pas d'agilité, cela pose un problème. Et là, on arrive à mon deuxième dada, qui est celui de la team number one. Donc, le principe de la team number one, c'est qu'un manager a son équipe. Donc son équipe, il la recrute, il fait grandir les gens, etc. Et il est un peu, donc soit il est le super-héros, soit il est le manager coach, quel que soit son mode de management, c'est son équipe. Mais le manager, en fait, il est aussi manager, c'est-à-dire qu'il est le maillon entre son équipe et le niveau plus haut de l'entreprise. Or, cela peut souvent se trouver un peu comme une injonction paradoxale, quelque part, une genre de dichotomie. Donc, le principe de la team number one, c'est de dire, avant même que le manager soit le manager de son équipe, il fait partie de l'équipe de ses pairs, des autres managers. Cette équipe qui parfois existe de façon formelle et parfois pas. Mais si elle n'existe pas, il faut la constituer. Et c'est une team number one, alors c'est le nom qu'on lui donne. Mais l'idée de cette équipe, c'est pas un codir ou juste des gens qui se rencontrent de temps en temps pour prendre une décision, etc. C'est une vraie équipe, de la même manière qu'une équipe agile est une vraie équipe. C'est-à-dire qu'au lieu que les managers gèrent chacun son unité, son entité avec ses personnels et essayent de tirer vers lui, etc., comme on le fait un peu d'habitude et parfois même jusqu'à avoir des frictions entre équipes. Le manager, quand il se sent membre d'une team number one et les autres sont donc pas seulement des collègues ou même parfois des rivaux, mais sont vraiment des coéquipiers. Donc, ça instaure un autre type de relation qui, lui, est bénéfique à l'entreprise dans son ensemble. Donc, quelque part, la team number one, c'est une garantie au niveau de l'entreprise que le better good de l'entreprise soit la première chose qui est prise en compte. Donc, c'est plus important que l'équipe du manager. Et une fois qu'il travaille en bonne harmonie et plus qu'en bonne harmonie, en vraie symbiose avec ses pairs, là, il peut amener cet état d'esprit dans son équipe. Et du coup, les équipes de l'entreprise vont travailler aussi horizontalement et pas seulement en silo. Donc, il y aura une bonne coopération entre les différentes entités de l'entreprise parce qu'elles auront toute cette compréhension qu'en fait, elles ne travaillent pas pour elles-mêmes ou pour faire la compétition contre l'équipe d'à côté, mais avec les autres entités de l'entreprise, éventuellement pour faire de la compétition contre d'autres entreprises. Mais après, on peut aussi élargir et dire que les entreprises d'un même secteur peuvent aussi ne pas forcément faire de la compétition entre elles, mais collaborer pour le bien-être de l'humanité. Mais là, on va peut-être un peu trop loin. Très bien. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce team number one est peut-être constitué de différents départements tels que le marketing, la comptabilité, je ne sais pas, la production. Mais au lieu d'avoir des objectifs qui sont en silo et des KPI qui sont parfois contradictoires, cette équipe, team number one, aurait ses KPI, son objectif et qui serait pour le bien de l'entreprise et non pas celui d'un département en question. Ça nous règle complètement le problème des silos, alors si on arrive à faire le team number one. Ben, ça n'empêche pas forcément, on peut aussi casser les silos, mais ça c'est encore une autre histoire. Mais on peut garder les silos, sauf qu'on fait collaborer entre les silos, ce qui n'est pas naturel et pas si simple à faire. Et dans la team number one, c'est pas juste, on pourrait avoir des gens différents, il faut qu'on ait des gens différents, c'est toute l'idée. Donc une team number one doit avoir en fait toutes les personnes, le minimum de personnes qui permet de couvrir tout le périmètre. C'est-à-dire, on doit avoir la finance, on doit avoir les RH, on doit avoir le marketing, on doit avoir l'opérationnel, etc., etc. Selon l'entreprise, il y aura tout ce qu'il faut, la production, etc. Donc, si je reviens et que je lis les deux, c'est-à-dire les modèles mentaux et team number one, ton travail dans un contexte d'une équipe, d'une entreprise, consisterait par exemple à amener le modèle mental des team number one et de la constituer autour, au niveau le plus haut, mais pas dans le sens, mais voilà. Comment est-ce que tu constitues ça? Oui, parce qu'en fait, ça réunit un modèle mental très puissant, qui pour moi est un des modèles mentaux fondateurs chez moi, c'est l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'on peut être très intelligent, je suis entourée de gens hyper intelligents, vraiment des tronches, mais chacun n'a que son intelligence à soi.
Et ces modèles mentaux, justement, et des biais cognitifs dont on n'a pas parlé, mais qui aussi rentrent dans l'équation. Donc, quand on est plusieurs, si on sait comment mettre en place l'intelligence collective, eh ben, on arrive à bien plus. C'est parce que les intelligences se complètent, se cumulent, et surtout, on arrive à briser les biais cognitifs et les modèles mentaux qui sont limitants. Donc, c'est très, très puissant. C'est un outil extrêmement puissant. Et l'intelligence collective, du coup, la Team Number One est une des manifestations de l'intelligence collective. Donc, c'est un outil que je trouve très simple. Enfin, très simple au moins théoriquement. Théoriquement, c'est simplissime. Après, dans la réalité, c'est pas si simple que ça, mais c'est pas très compliqué non plus. Voilà, c'est un déclencheur de cohérence et d'efficacité dans l'entreprise qui est basé sur l'intelligence collective et l'élargissement des modèles mentaux du management et puis de toute l'entreprise du coup. D'accord. Et donc, il pourrait y avoir plusieurs Team Number One à plusieurs oui, échelles de l'entreprise. Absolument, absolument. En fait, typiquement, chaque manager devrait avoir sa team number one. Donc, si c'est par exemple un N plus 4, sa team number one sera les autres N plus 4 et celui qui est son N plus 3 supérieur, lui, il aura sa team number one avec d'autres N plus 3, etc. Donc, ce n'est pas antinomique avec un management arborescent. D'accord, très bien. Et ce que tu m'expliquais, c'est que c'est un des bénéfices de ce Team Number One, c'est que ça évite les conflits au niveau inférieur. Donc, une fois qu'il y a un Team Number One qui est constitué, les équipes peuvent plus facilement collaborer, travailler ensemble de manière plus fluide, puisque les décisions sont prises dans le bien commun, dans le bien de tous, pour le bien de tous. Oui, c'est exactement ça. C'est au lieu de tirer chacun de son côté, en fait, on se met tous ensemble et on tire ce qu'il faut tirer du coup, et pas chacun de son côté et du coup le rocher ne bouge pas ou l'obstacle ne bouge pas. Ok, donc Sylvie, le troisième volet de cette interview, de cet échange, c'est je souhaiterais que tu partages un astuce ou un outil avec les personnes qui nous regardent, un outil dont ils pourraient s'en servir juste après avoir regardé la vidéo. Qu'est-ce que tu voudrais partager avec mes auditeurs? Ok, donc en fait, ce que je propose, c'est d'en partager deux. Il y en a un, c'est un classique, un grand classique de l'agilité, donc qui est très simple à utiliser, c'est les rétrospectives. Donc, les rétrospectives, c'est une des bases, parce que l'agilité, c'est apprendre en permanence. Donc, c'est l'inspection adaptation, la clé de l'amélioration continue, c'est la rétrospective. C'est-à-dire qu'on prend un moment, on regarde comment les choses se sont passées, et puis on fait un peu le recueil, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, et on voit qu'est-ce qu'on peut améliorer, mais aussi ce qui est bien passé. C'est important de penser à ce qui s'est bien passé parce qu'on peut continuer ce qui s'est bien passé ou renforcer, etc. Donc, et ça peut se pratiquer bien sûr en entreprise. Donc, dans les équipes agiles, c'est un classique, mais on peut le faire aussi à la maison. On peut le faire pour soi-même, on peut le faire en famille. Par exemple, comment on peut, par exemple, on a fait un déjeuner familial, on peut faire une rétrospective après pour voir qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé et mettre en place des pistes d'amélioration pour la prochaine fois. On peut le faire pour préparer ses vacances, on peut le faire pour ce qu'on veut, le ménage, enfin n'importe quoi. Donc, oui. Et les rétrospectives, moi, ça me fait penser à Eckhart Tolle les voyages temporels, tu sais, le temps psychologique, où tu rentres dans ce temps psychologique et tu voyages dans le passé pour revisiter ce que tu viens de vivre. Moi, je le perçois comme ça, une rétrospective, le monde passé qui existe, et on pourrait aller se promener dedans, regarder comment on l'a créé et revenir et en parler. J'aime beaucoup cette vision, elle est très sympa cette vision. Tu vois, c'est un modèle mental là que tu as sorti. Et bien voilà, on a fait le lien avec les modèles mentaux. Oui, c'est très très sympa. Et l'intérêt des rétros, on peut le faire soi-même, mais c'est encore plus intéressant quand on le fait à plusieurs, parce que comme on n'a pas vu forcément les mêmes choses dans la même situation, on s'enrichit les uns des autres justement. Et c'est de là que vient la puissance d'une bonne rétrospective. Donc ça, c'était l'outil, je dirais, basique que je voulais partager. Mais j'aimerais bien profiter de l'occasion que tu me donnes et pour laquelle je te remercie, pour partager un outil moins connu qui est issu des Liberating Structures.
Et alors, les Liberating Structures, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série de 33 ou 34 ateliers aujourd'hui, mais il y en a un qu'on pratique peu et que j'aime beaucoup. Et ça s'appelle le Conversation Café. Alors, à ne pas confondre avec le World Café ou avec le Lean Café, il y a plein de cafés, mais non, ça c'est le Conversation Café. Donc, comment ça marche? On prend un groupe de personnes. Donc, idéalement, ça peut être 5, 6, 7 personnes. Ça, c'est une très bonne taille de groupe qui doivent traiter d'un sujet éventuellement complexe, ardu, complexe, conflictuel peut-être, mais quelque chose d'important, quelque chose qui n'est pas juste comme ça. Voilà. Donc, on les met ensemble et il y a des règles du jeu. Donc, la première règle du jeu, c'est on nomme quelqu'un qui va être le garant des règles et le distributeur de paroles. On va prendre un objet, peut-être qui est en lien avec le sujet à traiter, ou sinon on prend n'importe quel objet, et chacun va avoir 1 minute, donc 60 secondes de parole, pour dire qu'est-ce qu'il pense du sujet qui va être traité en tenant l'objet à la main. Donc ça sera le bâton de parole. Donc chacun à son tour va dire ce qu'il a à dire et c'est l'animateur là qu'on aura nommé avant qui va vérifier, qui va compter le temps. Au bout de 60 secondes, il demande à la personne d'arrêter. Elle termine sa phrase évidemment, mais elle termine sa phrase et rien de plus et elle passe le bâton de parole à quelqu'un d'autre. Et voilà, donc chacun va avoir ses 60 secondes et si quelqu'un n'a rien à dire, ben pendant 60 secondes, on l'écoutera ne rien dire. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est un capital de 60 secondes qu'il garde, et ça peut être 60 secondes de silence. On n'a pas le droit de les écourter en disant, tiens, t'as rien à dire, et on passe à la personne suivante. Exactement. D'accord. C'est long, hein, 60 secondes de silence. Oui, c'est long. C'est très rare que quelqu'un prenne 60 secondes de silence. Généralement, quand quelqu'un prend et il n'a rien à dire, comme on lui donne ces 60 secondes, ben, au bout de 10 secondes ou 15 secondes, tout d'un coup, quelque chose viendra. Donc, c'est déjà un espace, déjà ça, cette petite chose-là donne la possibilité à celui qui réfléchit plus lentement ou qui hésite ou qui est timide ou qui d'habitude ne parle pas, la possibilité d'avoir le temps nécessaire pour attraper ses pensées et pouvoir exprimer quelque chose. Donc ça, c'est la première petite chose. Une fois que chacun a eu sa minute, on refait un tour avec encore 60 secondes. J'avais dit 60 minutes, c'est 60 secondes. Hein. Donc, on fait un second tour. Alors, pendant le second tour, ce qui se passe, c'est que certains qui avaient beaucoup de choses à dire peuvent compléter. D'autres qui n'avaient rien à dire, peut-être vont rebondir sur quelque chose qui a été dit, ou quelqu'un peut répondre à quelque chose qu'un autre a dit, ou soulever un nouveau sujet, etc., etc. Donc, on refait une deuxième fois 60 secondes chacun. Et quand c'est fini, il y a une demi-heure de discussion libre. Et le gardien du temps va juste veiller au respect des règles. Alors, les règles sont la parole de l'un vaut la parole de l'autre. Chacun vaut l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui est, quelles que soient les hiérarchies ou les niveaux ou quoi que ce soit, tout le monde est à égalité dans le cercle. Donc, on est assis en cercle. On ne va pas, et c'est là que c'est très puissant, on ne va pas essayer de convaincre ou de persuader ou de vendre son point de vue ou son idée. On va l'exprimer et on va chercher à comprendre celui des autres. Et c'est là que se trouve toute la subtilité de cette façon-là de discuter plutôt qu'une autre. Parce que l'idée, c'est donc, on ne va pas répéter ce qu'on a déjà dit. On ne va pas utiliser ce biais cognitif qui dit plus je le dis, plus ça devient fort, et puis les autres, finalement, ils vont se lasser et ils vont être d'accord. Donc ça, c'est exclu et le gardien va dire, bon, ça, on l'a déjà dit, on peut noter, on peut prendre des notes. Donc c'est tout à fait recommandé d'avoir, par exemple, une grande feuille sur la table et puis chacun peut prendre des notes. Donc on ne répétera pas et surtout quand quelqu'un dira des choses bizarres, plutôt que de lui dire « Ah ben non, je ne suis pas d'accord », on dira « Tiens, c'est intéressant, c'est un point de vue que je ne connaissais pas, tu peux expliciter, tu peux détailler, tu peux dire comment tu es venu à ça ». Donc on va vraiment chercher et c'est là qu'on demande aux gens d'être authentiques, sincères, etc., d'essayer vraiment de s'enrichir de ce que les uns et les autres proposent. Donc pas d'occuper le temps pour essayer de déverser ce que toi tu as à dire, mais de prendre justement le minimum de temps pour exprimer ce que tu as toi à dire et de prendre le temps d'écouter, de bien écouter les autres. Et au bout de 30 minutes, on prend un temps, donc typiquement 10 minutes de plus, pour résumer ensemble ce qui s'est dit.
et voir un peu ce que chacun en retire. Et parfois, à l'issue de ça, on peut prendre des belles décisions ou juste on s'est beaucoup enrichi. J'ai eu parfois des gens qui, à l'issue de ça, sont devenus amis et ont décidé de s'échanger leurs coordonnées et de continuer de se rencontrer alors qu'ils ne se connaissaient pas avant que ça commence. Ça peut être très puissant si on le fait vraiment et en sincérité, en honnêteté quelque part, en authenticité. Donc voilà, donc ça a l'air tout bête, il faut le pratiquer pour en tirer la substantifique moelle. Mais dans ce que tu dis, dans le 30 minutes de discussion finalement, c'est très facile ou relativement facile d'exprimer ce qu'on a à dire parce qu'on sait normalement ce qu'on a à dire, mais ça demande un sacré gymnastique d'esprit d'être ouvert et écouter l'autre en étant bienveillant. Je pourrais presque parler d'un modèle mental, là. Je pourrais presque dire en tout cas d'un mindset, un état d'esprit qui est différent parce que j'écoutais quelqu'un, tu sais, sur l'écoute active et la personne disait en général, l'écoute active, on est en train d'écouter l'autre pour pouvoir dire ce que nous avons à dire. Donc on prépare des réponses en interne, il a dit ça, je dirais ça. Alors que là, ce que tu nous dis, c'est être bienveillant et écouter l'autre pour savoir ce qu'il a à dire. C'est ça. Ça a l'air rien, mais en réalité, c'est un sacré gymnastique d'esprit, une posture à avoir. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je recommande de faire ça avec un papier sur la table, une grande feuille collective, pas forcément chacun sa feuille. Ça permet, quand on a envie de réagir ou de dire quelque chose, ça permet de le noter pour le laisser de côté et continuer d'écouter, justement, pour ne pas rester bloqué sur la réponse qu'on voudrait dire à quelqu'un. Donc ça, c'est une autre petite astuce, justement, Agile. Bah, écoute, Sylvie, je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous, de nous avoir expliqué ce que c'est qu'un modèle mental, comment tu t'en sers, comment est-ce que tu l'utilises au niveau des team number one, une autre notion qui est très intéressante, et d'avoir partagé ces outils avec nous. Bah, c'est moi qui te remercie. C'est super. Ta série d'interviews, c'est vraiment chouette. Merci. Merci beaucoup. Chers amis, nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo où j'aurai le plaisir d'accueillir un autre coach agile, un Scrum Master peut-être, ou un agiliste simplement, quelqu'un qui parle des sujets agiles et qui a des choses à partager avec nous. Vous n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, vous n'oubliez pas de la liker, de nous laisser des commentaires, et je vous dis à très bientôt.